Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être là. Je reconnais beaucoup de têtes, donc fidèles à ce rendez-vous qui nous permet de faire une introspection et de découvrir pour finalement beaucoup de mes confrères, beaucoup plus en détail, qui étaient leurs prédécesseurs. Et ce qui me réjouit, c'est que quand nos successeurs lanceront ça dans quelques années, il y aura beaucoup de prédécesseuses. Et ça, ce sera quand même formidable. Alors, eh bien, vous signalez bien sûr que dans 15 jours, ce sera le tour de notre cher Éric Desmazières, et que ce soir, donc, c'est Philippe Garrel, que je suis très heureux que Philippe soit là, car je dois vous dire qu'en dehors d'être un très grand peintre que j'admire beaucoup, c'est un homme extrêmement engagé, tout comme Éric d'ailleurs, dans la vie de notre académie, sous tous ses aspects, y compris les aspects de recherche de jeunes talents, de soutien, et je dois avouer que c'est un plaisir de l'avoir parmi nous, et quoi de faire mieux que de lui laisser la parole. C'est à toi, mon cher. Merci, Laurent. Ces compliments me touchent particulièrement, surtout précisément en ce moment. On a besoin beaucoup d'aide. Voilà. Alors, le fauteuil numéro 5, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un conférencier. Vous allez d'ailleurs très vite vous en rendre compte si ce n'est pas déjà fait. Je n'ai pas la compétence, je n'en ai pas le goût. Je suis peintre et c'est à ce titre que je vais tenter de faire parler d'autres peintres avec lesquels j'ai le privilège de partager le même fauteuil, le fauteuil de peinture, le numéro 5. Alors j'ai un peu l'impression de revivre une deuxième installation, alors moins cérémoniale, moins habillée, mais tout aussi émouvante. Il ne suffira pas cette fois-ci de faire simplement l'éloge de mon prédécesseur, comme traditionnellement on le fait, mais de toute l'histoire complète de ces fauteuils, sans en oublier bien sûr un seul. Ils sont 10 à me précéder. Ils sont 10 répartis sur 2 siècles, même davantage, c'est-à-dire 5 par siècle. Bon, ils connurent tous en leur temps la réussite et même parfois la gloire, et même si l'ange de l'histoire les a parfois oubliés, ils restent cependant des témoins et des acteurs incontournables d'une histoire de l'évolution du goût en peinture. Le mauvais goût, finalement, n'est que l'ancien bon goût. Il est versatile, instable, fuyant. Et quand nous pensons enfin le saisir, il s'échappe en changeant d'aspect. Les contemporains de tout temps pensent naïvement détenir les clés du bon goût définitif. Les clés, assurément, les serrures, c'est moins sûr. Delacroix le décrit comme un beau immuable qui change tous les 30 ans. On dirait plutôt 5 ans aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par Vivant de nom. Alors, Vivant de nom est le premier occupant de ce fauteuil. Il l'occupait déjà en qualité de graveur depuis 1787, avant l'interruption de l'Académie royale en 1790. Il la retrouvera en 1803 quand elle deviendra nationale et reprendra ses activités. Difficile de résumer la vie et l'œuvre de cet homme en quelques minutes. Pierre Rosembert, un de ses successeurs au Louvre, dans la biographie qu'il lui consacre, le résume parfaitement dans le titre « Les vies de Vivant de nom ». Le pluriel traduit parfaitement la personnalité multiple de cet homme et qui, de plus, s'exprime à une époque de l'histoire française particulièrement intense et instable. Il faut une intelligence particulièrement avisée pour survivre et prospérer pendant cette période agitée et dangereuse. Voici quelques domaines d'activité très variés dans lesquels Denon se distingua. Il fut voyageur, diplomate, écrivain, historien,
égyptologue, collectionneur, antiquaire, archéologue, marchand d'art, directeur général du musée du Louvre, dessinateur, graveur, lithographe, et je dois forcément en oublier. Il est multiple, mais pas inconstant. Il pratiquera brillamment ses différentes activités toute sa vie. L'art sera toujours au centre de ses nouvelles orientations. En 1798, il fait partie de la commission Sciences et Arts qui accompagne Bonaparte en Égypte. Il ramènera de cette campagne une quantité très importante de dessins et de gravures qu'il publiera en 1802 sous le titre « Voyage en Haute et Basse Égypte ». Le monde de l'art est en ce moment divisé par une querelle très vive, une de plus, au sujet de la conception et de l'organisation du futur grand projet du Muséum universel de l'art au Louvre, le musée Napoléon. Denon est très engagé. Il faut rappeler que c'est un projet très ambitieux et inédit et qu'il n'existe aucune référence. Tout est inventé. Certains souhaitent s'appuyer sur l'expertise des artistes pour classer, présenter et organiser le futur musée. D'autres contestent la compétence des artistes qui, selon eux, ne peut se limiter qu'à leur propre production et les trouvent trop autocentrés pour évaluer l'œuvre des autres. La polyvalence artiste-commissaire-administrateur de Denon aura été très précieuse. Que retenons-nous de cette personnalité à trajectoire multiple ? Une passion sans limite pour l'art, aussi bien comme organisateur que comme artiste. Sa grande œuvre est le Louvre, son nom y est définitivement associé. Son œuvre graphique, bien que présentant d'indiscutables qualités, n'est pas portée par les hautes ambitions qui prévalurent à l'édification d'un grand musée universel d'art. Cet intérêt dispersé témoigne d'une grande curiosité, et si cette curiosité a sûrement servi l'amateur d'art qu'il fut, amateur dans le sens connaisseur, elle aura aussi probablement contribué à excentrer l'artiste qu'il espérait être. Sa contribution à l'art est considérable. Ses compétences et ses engagements multiples font de Vivant Denon une personnalité incontournable dans ce début du XIXe siècle. Alors là, vous avez devant les yeux une série de petits dessins qui ont été effectués à l'occasion d'une visite chez Voltaire. Et Voltaire lui en voudra beaucoup. Effectivement, on le comprend pourquoi, du reste. Alors, nous allons passer à Ingres. Alors, le XIXe siècle est tellement abondant, tellement luxuriant, tellement exubérant, qu'on a peine à imaginer qu'un seul siècle suffise à contenir tant de richesses. Elle aura abrité des tribus esthétiques rivales, classicisme, romantisme, réalisme, expressionnisme, une table d'abondance dans laquelle chacun compose son menu à sa convenance. Ingres, comme Vivant Denon, est un héritier du XVIIIe siècle, tout en étant l'exact contraire. Il est exclusivement peintre et il le restera toute sa longue vie. L'atelier de David, qu'il fréquenta assidûment, fut non seulement le lieu d'apprentissage exigeant auquel il aspirait, mais aussi un cénacle dont il partagera l'idéologie néoclassique. Il en deviendra même l'apôtre après l'avoir largement modelé à sa convenance. La beauté idéale, comme le qualifiaient présomptueusement ses adeptes, puise son modèle esthétique dans la rigueur et la sobriété graphique des anciens Grecs. Cette aspiration à la tempérance fut la réponse à la débauche ornementale baroque, rococo du XVIIIe siècle. Le rayonnement d'Ingres, évidemment, fut et est toujours considérable. Il fait toujours auprès de nombreux peintres l'objet d'une grande admiration. L'œuvre de Ingres n'est pas
et il n'était pas insensible à personne, on le vénère ou on le fustige quand ça n'est pas les deux à la fois. C'est peut-être l'interminable longévité de la doctrine dont il est l'incarnation qui lassera certains de ses contemporains tout en admirant l'extrême aboutissement de son œuvre. Son rival personnel, que fut Delacroix, eut aussi droit à des commentaires très féroces. L'époque était à l'excès. C'est toujours mieux que le silence. Réduire Ingres à 2 tableaux est bien sûr impossible. Sa facture soignée, lissée, est toujours identifiable, mais le dessin, auquel il accorde la primauté, interprète avec une relative liberté les codes classiques auxquels il sera pourtant fidèlement attaché toute sa vie. 2 portraits appartenant pourtant à la même classification n'ont pas les mêmes destinations, et cela change tout. L'un est privé, l'autre est public. Et on comprend tout de suite que le peintre ne dispose pas des mêmes libertés ou que les contraintes sont naturellement différentes. Le portrait officiel de Napoléon, qui est un tableau, il a 26 ans quand il fait ce tableau, c'est un grand tableau qui mesure 2,60 m sur 1,63 m, qui est au musée de l'Armée. Commande officielle ou pas, il existe un doute, on n'est pas très sûr. Ce tableau a clairement une destination officielle. C'est même un portrait pour l'histoire. La physionomie du visage est un savant dosage entre celui de Napoléon et de l'Apollon de Praxitèle. La posture jupitérienne, la luxuriance des étoffes, l'étalage des attributs du pouvoir, la solennité, tout concourt à destiner ce tableau à la postérité. Exposé au salon de 1806, les critiques y virent de la grandiloquence, étrangère aux préceptes de tempérance néoclassique auxquels Ingres était pourtant très attaché. Vivant de nom, grand responsable de la communication de l'empereur, le fit décrocher. Un affront que Ingres ne lui pardonnera jamais, et on le comprend. Le portrait de M. Bertin. Alors, le portrait de M. Bertin est fait en 1832, c'est-à-dire qu'il a 52 ans. C'est un tableau plus petit qui fait 116 sur 95 cm, qui est au Louvre. 26 ans séparent aussi ces 2 tableaux. À part la facture, ces 2 portraits n'ont absolument rien en commun. Le premier est traité avec la déférence d'un serviteur zélé. Le second est courtois, mais impitoyable. Le titre du premier désigne le modèle, portrait de Napoléon l'empereur. Le second est un tableau d'Ingres, le peintre. Le nom du modèle est presque accessoire. Monsieur Bertin est traité avec beaucoup de retenue, de sobriété, de fidélité, mais sans indulgence. On est loin des canons de la beauté idéale et de la flatterie. J'ajoute, pour rompre avec la réputation de médiocre coloriste, qui poursuit injustement Ingres, que l'usage du gris coloré requiert un savoir que beaucoup de peintres dits coloristes devraient lui envier. Un confrère me rappelait que l'anagramme de Ingres est en gris. Bon, ça ne lui a pas beaucoup servi, probablement. L'harmonie des couleurs, comme celle des formes, est affaire de qualité et non de quantité. Baudelaire, qui est loin d'être un admirateur inconditionnel de Ingres, nous le confirme. Il est entendu et reconnu que la peinture de M. Ingres, nous dit-il, est grise. Ouvrez l'œil, nation nigaude, et dites si vous vîtes jamais de la peinture plus éclatante et plus voyante, et même d'une plus grande recherche de ton. Il ajoutera plus tard, les grands coloristes savent faire de la couleur avec un habit noir, une cravate blanche et un fond gris. La beauté a quitté le modèle et y en intègre la peinture. C'est l'extrême tenue,
C'est l'extrême tenue de la peinture qui suscite notre admiration et non la singularité du modèle. Remercions en passant M. Bertin pour avoir permis à son portraitiste de disposer librement de son apparence, sa tolérance et sa précieuse contribution. Pour réussir un beau tableau, il faut un bon peintre, un beau motif, et à la fin, quelqu'un capable d'apprécier les saveurs, comme la blanquette de veau, finalement. Alors là, je suis en retard sur les images, excusez-moi. Voilà, quelques exemples qui confirment, j'espère, ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est Madame de Rothschild. Voilà, voilà, je suis à jour. Alexandre S. Alexandre S. est d'une famille de peintres. Le père, Henri-Joseph S., est un portraitiste, et son oncle Nicolas-Auguste S., peintre d'histoire réputé, prix de Rome en 1818, qui sera également élu à l'Académie des Beaux-Arts, où il siégera en compagnie de son neveu Alexandre pendant quelques années. Alexandre S. est décrit comme un adolescent peu enthousiaste. Il ne manifeste pas de goût particulier pour la peinture, plutôt passif, selon l'exigeante appréciation d'un père qui, bien sûr, ambitionne pour son fils la grande carrière qu'il espérait pour lui-même. Il rentre pourtant à 14 ans dans l'atelier de Jean-Victor Bertin, l'année suivante à l'École des Beaux-Arts dans l'atelier d'Antoine Jean Gros. Antoine Jean Gros, qui est un peintre réputé, c'est les Pestiférés de Jaffa, la bataille d'Eylau, Bonaparte au Pont d'Arcole, qui est à Versailles. Passif, peut-être, précoce, sûrement. Pas de prix de Rome, surprenant, bon, moi non plus. Ça ne l'empêchera pas d'aller en Italie, et précisément à Venise, qu'il mettra d'ailleurs souvent en scène et d'y séjourner longtemps, mais à ses frais. Première participation au Salon de 1833, il a 26 ans. Il expose les honneurs funèbres. Il expose les honneurs funèbres rendus à Titien, mort à Venise pendant la peste en 1576, qui est au Louvre. Plus qu'un titre, c'est vraiment un descriptif, hein, c'est presque un menu. Le sujet est immédiat et le succès est définitif. À travers ce tableau, c'est le mythe romantique du peintre génie qui est célébré et glorifié. Peut-être que la mémoire d'un autre tableau, plus connu, traitant du même sujet, et pourtant ultérieur de 16 ans à celui-ci, nous le fait apparaître aujourd'hui un peu autrement. Je pense à l'enterrement à Ornans de Courbet, plus connu, traitant du même sujet. Je pense à l'enterrement à Ornans, pardon, je m'embrouille. Là, c'est la peinture de romantique. Voilà, je vais répéter, c'est parce que ça me paraît important. Là, c'est la peinture romantique que Courbet enterre. Et c'est le réalisme qu'il célèbre. Ces deux tableaux illustrent la rivalité parfois violente qui animeront le XIXe siècle. Revenons à l'honneur funèbre de S. C'est un tableau à étages, au rez-de-chaussée, un espace plutôt vide, occupé par quelques personnages à moitié dévêtus, penchés sur d'athlétiques mourants. Le premier, l'étage noble, est occupé par les invités au cortège funèbre. Il sort du palais des Doges et traverse à pas lents la place Saint-Marc et se dirige vers l'église Santa Maria del Frari, où sera inhumé Titien. Il a peint l'Assomption de la Vierge quelques années plus tôt. La qualité de leurs vêtements témoigne de leur rang et leur posture affecte une souffrance retenue, presque élégante. Au-dessus des têtes, un catafalque sur lequel repose ce que l'on devine être la dépouille à peine éclairée du Titien. Elle est si discrète qu'on doute qu'il tienne le premier rôle. Voilà. Le dernier étage est occupé
par le palais des Doges et un grand beau ciel chargé. Voilà. C'est un peintre d'histoire. Hein. Du reste, le tableau que vous êtes en train de regarder en ce moment est un tableau qui célébrera également de Venise et qui est d'ailleurs au musée d'Amiens et qui célèbre un autre héros de Venise. Et ce tableau, il sera d'ailleurs probablement le dernier grand tableau d'histoire de Hesse, qui est le Triomphe de Pisani, qui est un tableau très voisin. Hein, la géométrie, l'architecture de ce tableau est vraiment exactement, ou à peu près exactement, la même que le tableau précédent. Bon, ces tableaux sont sans défaut. Voilà un autre tableau qui est la réception de Godefroy de Bouillon. Alors, ces tableaux sont sans défaut. Les tatillons diraient même que c'est leur seule faiblesse. Bon, une faiblesse que je leur envie quand même. Hein. Alors voilà quelques dessins hein, pour mesurer un petit peu quel est le niveau de ces grands peintres. Je pense qu'il y en a un autre derrière. Ça, c'est le portrait de sa mère. Et je suis à nouveau à jour, me semble-t-il. Alors, Jules Delaunay. Jules Delaunay rentre à l'école des Beaux-Arts de Paris en 1848, dans l'atelier de Flandrin. Il obtient le second Grand Prix de Rome en 1856. Il y séjourne 4 ans, adepte des préceptes néoclassiques et du Moyen-Âge que sa formation dans l'atelier de Flandrin affirma. Il se consacra à la peinture d'histoire, qu'il appliqua également à la décoration murale. Il fut également un portraitiste très recherché. Peintre expressif à la technique irréprochable, il fut encensé par Edmond About, important critique, grand défenseur de la tradition classique, admirateur de Ingres et des grands tableaux à sujet. Sa principale exigence est la lisibilité, la description et la fidélité au sujet traité. Sa principale exigence est donc, voilà. Il est comblé par Delaunay. Et son tableau de la peste à Rome, qui est à Orsay, exposé au salon de 1869, lui paraît une composition grandiose, dramatique et d'un effet saisissant. L'intérêt pour Delaunay pour le Moyen-Âge l'amena à réaliser ce tableau qui interprète un extrait de la légende dorée de Jacques de Voragine. Et alors apparut un bon ange qui ordonnait au mauvais ange, armé d'un épieu, de frapper les maisons autant de fois qu'il y avait de morts. On lui confia également la réalisation des commandes prestigieuses, notamment à l'Hôtel de Ville de Paris, au Conseil d'État, à l'Opéra, au Panthéon. Alors, le Panthéon, où il peint une scène, une sainte Geneviève rassurant les Parisiens devant la menace d'Attila. Vous pouvez le voir, il y est toujours. Il est tout de suite à gauche en rentrant. Il y travailla 15 ans. Je vais mettre à jour, côté image. Non, ça, c'est pas la même chose. Ben, écoutez, j'ai pas le tableau, enfin, c'est pas grave. Non, il mourut sans le terminer en 1891. L'année même où Rodin reçut la commande du monument à Balzac, qui lui non plus ne connaîtra pas son inauguration. La commande publique est coutumière de ces désagréments. Le grand escalier de l'Opéra et l'Hôtel de Ville connurent un meilleur sort. Les bénéficiaires de ces grandes commandes prestigieuses sont évidemment très enviés. Elles sont pourtant très accaparantes, comme toutes les commandes, même les petites. Il y a trop de monde à satisfaire, trop de compromis à consentir. L'enthousiasme du départ fait vite place au désenchantement, à la lassitude, à l'interminable et à la laborieuse monotonie de l'exécution. C'est pourtant un âge d'or de la commande. Les murs intérieurs et extérieurs des édifices, publics se parent de décorations murales, de gracieuses figures allégoriques, nues ou à peine drapées,
parfois ailée, en bronze, en marbre ou peinte. Une statue aux manies, diront les ironiques. Les exigences thématiques et stylistiques sont très contraignantes, mais prestigieuses. Et à ce titre, elles ne se refusent pas facilement. Les peintres aspirent depuis longtemps à s'émanciper de la commande. Certains y parviennent, et c'est souvent parmi ceux-là que l'histoire fera son choix. Il reste que Jules Delaunay, le voilà, la menace d'Attila, qui est au Panthéon. Il reste que Jules Delaunay demeure un grand peintre, que la prospérité d'une époque aura porté, mais aussi pénalisé. Voilà, ça c'est le portrait de sa mère. Et ça c'est je ne sais pas qui. Voilà, alors nous arrivons à Jules Lefebvre. Jules Lefebvre, pardon. Il est issu d'une famille très modeste et étrangère au monde de l'art. Encouragé par son professeur de dessin, et profitant d'une bourse qui lui est attribuée par la ville d'Amiens, il entreprend ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1852 dans l'atelier de Léon Cogniet. Il obtiendra le prix de Rome en 1861 avec le thème « La mort de Priam ». Ce tableau est à l'École des Beaux-Arts. En 1855, première participation au salon avec Lady Godiva. Lady Godiva, qui est une illustration d'une légende du Moyen-Âge, lui aussi passionné par le Moyen-Âge, qui peut être son tableau référence, avec peut-être la vérité. Eh bien, c'est pas ça. Ça, c'est son prix de Rome. C'est son prix de Rome. Ça, c'est la mort de Priam. Bon. La vérité, je ne sais pas où est passée la vérité. Voilà, ça c'est Lady Godiva. Alors, Jules Lefebvre connaît un très grand succès. Il sera autant admiré par les inconditionnels gardiens de la grande tradition de la peinture que combattu par les partisans d'une peinture plus novatrice. À l'occasion du salon de 1890, Georges Lafenêtre, critique d'art, porte-drapeau des traditionnalistes, dans la revue des Deux Mondes, s'emporte contre le modernisme dont l'apport se réduirait, selon lui, essentiellement à des effets séducteurs de facture et de pinceau. Il oppose à cette superficialité la rigueur et la sobriété des procédés anciens. Un nouvel épisode de la querelle des anciens et des modernes, une de plus aussi. Et il désigne Léon Bonnat et Jules Lefebvre comme les héritiers de ce noble passé. Et voilà Jules Lefebvre au centre des polémiques, vieux jeu, old school, comme on dirait aujourd'hui en moins bien, rien d'infamant, juste un peu agaçant. Même si ses commentaires désagréables poursuivront toute sa vie, et même au-delà, ça n'empêchera pas de mener une carrière brillante, ce qui attisera d'autant la rancune de ses rivaux. Voilà, ça c'est la vérité. Voilà. Alors ça c'est le portrait de M. Fitzgerald. Il fut aussi professeur à l'École des Beaux-Arts, et même un professeur recherché, semble-t-il, pour ses exigences et sa rigueur. Et pas seulement par des jeunes suiveurs acquis aux causes du maître, mais aussi par des jeunes artistes qui venaient y chercher un savoir. Alors, pour mesurer la renommée, sa renommée, je voudrais vous parler de la présence de Jules Lefebvre dans l'album Félix Potin. Alors, que vient faire un épicier dans cette histoire ? Je vous signale, en passant pour les plus anciens parmi nous, que Félix Potin, c'est l'équivalent des centres Leclerc aujourd'hui. Voilà. Aux alentours de 1900,
Félix Potin propose, pour fidéliser ses amateurs de chocolat, un album à remplir de petites images, des petits tirages photographiques représentant 500 célébrités en vue, glissées dans les tablettes. Des célébrités de l'époque dans tous les domaines: politique, militaire, clergé, sport, lettres, musique, architecture, peinture, sculpture. Cela se pratique aujourd'hui, mais avec des footballeurs. Alors, j'ai la chance d'en posséder un complet, pas celui des footballeurs. Hein. La peinture est très, très largement représentée. Je crois que les peintres étaient plus célèbres que les footballeurs à l'époque. Hein. On est très étonné par l'absence d'artistes que l'on considère, vu d'aujourd'hui, comme incontournable en 1900, et par la présence d'autres dont le nom n'évoque à peu près rien à la plupart de nos contemporains. Un petit rappel quand même. Monet peint Impression soleil levant en 1872. Je ne me trompe pas, il y a un spécialiste parmi nous. 1872, Cézanne, Manet, Gauguin, Degas sont déjà des peintres confirmés, sinon déjà morts. La révélation et la reconnaissance, il y a un très long chemin. Peut-être faut-il s'en éloigner pour le découvrir. Si Félix Potin avait proposé un autre album en l'an 2000, quels auraient été les artistes retenus au top 500 par les contemporains d'alors? Le succès est versatile et même Félix Potin a disparu. Mais je vous rassure, il a été remplacé. Albert Bénard. Alors, nous voilà au XXe siècle. Alors, Albert Bénard, on le connaît un petit peu mieux parce qu'il a fait l'objet d'une belle rétrospective au Petit Palais il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus. Il est d'une famille de peintres. En 1866, il rentre à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Cabanel et Cornu. En 1874, il obtient le premier Grand Prix de Rome, la mort de Timophane, tyran de Corinthe. Excusez-moi. Le voilà, monsieur Bénard, Albert Bénard. Vous voyez, c'est un bel académicien avec une barbe qui était sûrement obligatoire à l'époque. Il sera directeur de... je vais vous montrer son tableau quand même. Voilà, la mort de Timophane. Voilà, qui est aussi aux Beaux-Arts. Hein. Je pense qu'à peu près tous les tableaux qui ont été exécutés dans le cadre du prix de Rome sont probablement aux Beaux-Arts. Ça mériterait d'ailleurs probablement une belle exposition intéressante. Donc il sera directeur de l'Académie des Beaux-Arts à Rome en 1913. Directeur de l'École des Beaux-Arts également, il aura bénéficié de commandes publiques très importantes, le plafond du Salon des Sciences à l'Hôtel de Ville de Paris, le vestibule de l'École de pharmacie, l'amphithéâtre de chimie de la Sorbonne, hein, c'est la vérité entraînant la science, le plafond de la Comédie Française, la coupole du Petit Palais, j'en passe. Ce peintre aura connu un très très grand succès. Il aura même eu droit à des obsèques nationales. Il nous apparaît aujourd'hui comme un représentant emblématique des années 1900. C'est peut-être paradoxalement ce succès qui aura desservi sa mémoire. Sa parfaite conformité au goût de ses contemporains, son attachement immodéré pour le beau, y aura aussi largement contribué. Ses rivaux le qualifieront injustement de superficiel. Voilà, ça c'est le portrait de Madame Jourdain. On sait que le beau et le profond ont toujours entretenu des rapports conflictuels. Le beau est fréquemment qualifié de séducteur, de frivole. On le lie au bonheur, vous savez, ce sentiment un peu démodé. Le laid, naturellement austère, au contraire, bénéficie d'un préjugé d'authentique, de vrai, de sincère, de grave. Bon, c'est forcément moins simple que ça. Cette question travaille beaucoup les peintres. Ils sont régulièrement confrontés à ce dilemme. Construire, détruire, séduire.
Si la beauté a ses travers, la laideur a ses parures. Albert Bénard est un peintre flamboyant. Degas, fidèle à sa réputation de persifleur, dira « Bénard est un pompier qui a pris feu ». Bon, la couleur embrase son tableau, le toucher est aérien, affleurant comme un souffle, il peint à l'archet. Voilà qui doit parler aux musiciens. Il peint des instants du vivant dans l'allégresse. Et c'est dans ces nombreux portraits que se concentrent toutes les qualités de ce peintre. On sent... Non, voilà. Non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. Je me perds. Voilà, on va rester là-dessus. Voilà, on sent l'impatience polie des modèles qui consentent distraitement à tenir un instant la pose, par courtoisie, par amitié, confiant sans réserve leurs traits à la bienveillance du peintre. C'est un moment entre amis. Albert Bénard, voilà quelques dessins. À droite, c'est le portrait de Rodin, le dessin de Rodin, et à gauche, je ne sais pas. C'est un très beau pastel en attendant. Hein. Voilà. Alors, Albert Bénard est également un grand graveur. Son œuvre gravée ne fait pas que prolonger sa peinture. Elle est souvent autonome. Elle s'en détache et dérive vers des zones beaucoup plus obscures. La privation de la couleur et le changement de procédé l'entraînent à aborder d'autres sujets beaucoup plus graves. Confiées à l'encre noire, ces images se chargent d'une austérité inhabituelle, comme si écrire avec un ordinateur, une machine à écrire, une plume sergent-major, un stylo Montblanc ou Bic générait des histoires différentes. J'ai envie de croire ça. Il faut très peu de choses pour se dérouter. C'est en tout cas un apport important dans son œuvre et qui nous éclaire sur la personnalité de cet artiste plus complexe et plus profond qu'il ne paraît. Albert Bénard comble et enchante ceux qui aimeraient bien peindre. Alors, Fernand Sabaté. Fernand Sabaté commence ses études à Bordeaux, à l'école des Beaux-Arts. Il gardera pour cette ville un grand attachement toute sa vie. Il poursuivra ses études à l'école des Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Gustave Moreau, une scolarité parfaite qui se concrétisera par un prix de Rome en 1900. Il a 26 ans et le sujet cette année, un Spartiate conduit ses fils devant un ilote ivre pour le corriger d'ivrognerie. Bon, je précise pour sa décharge que la responsabilité du sujet ne lui revient pas. Hein, le péplum moraliste était un genre largement en usage, et encore aujourd'hui. Je vous rappelle que ce que vous savez déjà probablement, que le prix de Rome était un concours sur épreuve imposée. Les candidats, les logistes, illustrent, traduisent, interprètent picturalement les sujets proposés. Pour le plaisir, voici quelques-uns des sujets au prix de Rome à la fin du XIXe siècle. 1874, la mort de Timophane, qu'on a vu tout à l'heure, premier prix Albert Bénard. En 1881, la colère d'Achille, apaisée par Minerve. 1883, Ismène et Antigone maudit son fils Polynice. 1885, Thémistocle au foyer d'Admète. 1887, Thémistocle, encore lui, prêt à boire le poison. 1890, Apollon et Marsyas. 1943, en touchant légèrement de sa flèche, Eros ranime Psyché évanouie. Le premier prix, Pierre-Yves Trémois, qui nous a quittés il y a 2 ou 3 ans, 4 ans peut-être, à tout casser. Voilà. C'est un sujet sur mesure en plus. Hein. Après ce long détour par Rome, revenons à Fernand Sabaté. Pendant cette période romaine, il réalise des œuvres plutôt conventionnelles. C'est à son retour que son œuvre va se personnaliser. Voilà. Là, on voit le beffroi d'Arras en ruine, c'est au moment de la guerre de 14.
Ce peintre est pour moi un peu une révélation. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un peintre, après un prix de Rome comme le sien, puisse faire une peinture comme celle-là. Je ne le connaissais pas, d'ailleurs toujours assez peu. Son œuvre est à l'image de sa nature discrète et secrète. C'est assez rare d'être confronté à un peintre ayant si peu recours à la séduction. On ne la trouve nulle part, ni dans sa palette, ni dans la facture, ni dans ses thèmes. On a même l'impression parfois qu'il la combat. On peut peut-être le rapprocher, par l'austérité peut-être, à la période janséniste de Philippe de Champaigne. Il est discret, mais déterminé. Tenir dans le temps cette sobriété, cette austérité, c'est aussi se fermer au succès. On imagine bien que les collectionneurs ne se sont pas précipités. C'est d'ailleurs un succès qu'il semble ne pas avoir du tout recherché. C'est une attitude assumée, il expose peu. Fernand Sabaté est un peintre rare, au sens propre et figuré. À l'approche, ou même pendant la guerre de 14, il prendra une part très importante dans le sauvetage des œuvres d'art, à proximité du front et parfois dans des conditions dantesques. Albert Bénard, encore lui, son prédécesseur à l'Académie, bien que picturalement très éloigné, éprouve à son sujet une touchante sympathie. Il reste indépendant et original dans son œuvre et dans la vie, dit-il. Il vit solitaire et retiré dans la compagnie de sa mère. Voilà l'austérité quand même, ça s'appelle la crypte, ça. Tout de même, la séduction est quand même totalement absente de là-dedans. Bon, c'est peut-être un peu cette gravité qu'Albert Bénard recherchera dans son œuvre gravée. Il sera aussi professeur aux Beaux-Arts. Il mourra en 1940, fauché par un camion allemand à Champigny-sur-Marne. Voilà, ça c'est le portrait de sa mère, avec un peu de retard. Alors, Louis Biloul. Louis Biloul, c'est un autoportrait de Louis Biloul. C'est un élève de Benjamin Constant et de Jean-Paul Laurence. Je dois vous avouer que je ne le connaissais pas non plus. Après des recherches, je n'en sais pas beaucoup plus. Son nom apparaît cependant parfois au détour d'évocations de souvenirs d'anciens élèves qui en parlent comme d'un professeur très attentif et bienveillant, auquel il semble très attaché. Quelques lignes sur sa présence au Salon des artistes français. D'abord comme exposant, ensuite comme membre du jury permanent. En 1944, il fut élu à l'Académie des Beaux-Arts et rejoint Villard, Maurice Denis, Devampré, Desvallières, Lucien Simon, Jacques-Émile Blanche, ce qui semble indiquer qu'il était apprécié de ces peintres très en place. Pas d'écrit sur ses pensées de peintre, ni sur ses fréquentations, c'est peu. C'est donc que son œuvre qui va nous éclairer sur son appartenance stylistique. Les thèmes, la facture, les paysages, les nus, les fleurs sont des sujets récurrents qui font l'objet d'attentives observations et d'interprétations raffinées. Il n'est pas sur le vif, comme on le disait autrefois. La facture est très enveloppée, très caressante, avec des brutalités feintes, négligemment soignées, des alternances de rythmes, de gestes lents et étirés, d'autres plus agressifs et colorés et bénéficiant de la même application. Un vrai bonheur de peintre. Une pratique immuable, insensible aux fluctuations. Cette élégance picturale préfigure ce que on désignera un peu plus tard, dans les années 50, par exemple, de réalité poétique. Le Gueux, Brianchon, Caillard, Cavaillès, etc. C'est l'histoire des impressionnistes qui s'étire jusqu'à nous. Dans ces paysages apaisants, on devine le peintre
s'activer fébrilement à préserver la beauté du monde. Cela pourrait paraître à certains superficiel. Il n'y a pas de bons et de mauvais sentiments, car il y a juste des mauvais artistes qui parviennent, ou pas, ou mal, à les exprimer. Edmond Euzet est un peintre dont la trajectoire semble difficilement conduire à l'Académie des Beaux-Arts. Si le palmarès de ses prédécesseurs est copieusement garni de formations, de prix, de commandes, d'expositions prestigieuses, la sienne est plus modeste, mais tout aussi intense. Les chemins qu'il emprunte ne sont pas ceux qui le conduisent à Rome, mais ceux de la butte Montmartre. Ce n'est pas la Villa Médicis, mais le Moulin Rouge et le cirque Medrano qu'il fréquente. C'est un autodidacte. Sa maison, son école, c'est la rue, c'est le cirque. Ses amis sont le mime Farina, le clown Chocolat, Porto et les Fratellini. Son œuvre, c'est sa vie. C'est un peintre circassien. Effectivement. C'est les coulisses et non la scène qui l'attire. Il ne fait pas que peindre, il participe aussi aux multiples tâches qu'impose la vie itinérante d'un cirque. Il illustre aussi bien l'image un peu convenue du peintre bohème, survivant comme il peut dans un Paris début de siècle. Il a l'âge de Picasso, de Braque, et son existence ressemble à sa peinture. Il a 22 ans au moment des grands mouvements historiques, cubistes, abstraction. Il fréquente le même quartier, les connaissait-il? Avoir 20 ans en 1904 est une chance que beaucoup de peintres lui envient. Ils les envieront beaucoup moins 10 ans plus tard. Cela reste dans nos imaginaires une période fondatrice à laquelle nous aurions tous aimé participer. La guerre en moins, bien sûr. L'abondante présence des clowns, là, c'en est pas un précisément, c'est un dompteur. La présence des clowns, je ne sais plus où j'en suis, voilà, nous questionne. Bien sûr, le sujet est riche en couleurs et graphiquement généreux, mais au-delà de leur pictogénie, que nous disent ces clowns? De quoi veulent-ils témoigner? D'abord, ce personnage bariolé, maladroit, ingénu, émotif, naïf, ressemble à lui tout seul à tout ce que nous redoutons d'être. L'exubérance criarde de sa tenue, les bides systématiques de ses entreprises, l'amoureux de l'écuyère et conduit, l'étrangeté de sa langue, se nourrit de nos inquiétudes. Il est l'incarnation de nos phobies. On lui pardonne tout parce qu'il nous ressemble et qu'il est inoffensif. Derrière ce masque grotesque de parade, sous le gros nez, il y a un homme mélancolique qui s'épanche sur sa condition. C'est une image, aujourd'hui un peu désuète. Elle ne l'était pas moins il y a 100 ans. Mais son œuvre ne se limite pas au clown. Voilà. L'image d'un peintre, évidemment, se réduit très souvent à 1, 2 ou 3 tableaux. Ce qui, le plus souvent, les désole, d'ailleurs. Ce qui, d'ailleurs, devrait les désoler davantage, c'est quand ils n'ont pas d'image du tout. Bon. C'est une marque qui occulte souvent la diversité beaucoup plus riche. C'est le cas d'Edmond Euzet, dont l'œuvre comporte aussi des paysages et des portraits. Eh bien, c'est pas lui. Voilà. Ce sera tout pour Euzet. Alors, il est témoin d'une période de l'histoire. Bon, c'est le suivant. Il est témoin d'une période de l'histoire très bouillonnante, incandescente et frénétique. Il deviendra professeur aux Beaux-Arts de Paris. Alors, Georges Rauner, je le connais un petit peu mieux, parce qu'il se trouve que c'est mon prédécesseur et que j'ai déjà eu l'occasion de faire son éloge à l'occasion de mon installation. Il est
Il est dans l'atelier de Lucien Simon, à l'École des Beaux-Arts de Paris, en 1929. Le XXe siècle et Georges Renner se sont retirés ensemble en l'an 2000. Ils se sont accommodés, plus qu'aimés. Renner en fut l'hôte, pas l'apôtre. L'une des raisons principales de mon intérêt pour Renner est son anachronisme. Il fait partie de ces artistes qui ne répondent pas aux attendus de leur temps. Dès qu'une formule esthétique s'installe, il est temps pour eux de s'en éloigner. Ils préfèrent être ailleurs au prix de l'inconfort. C'est aussi un représentant majeur du réalisme du XXe siècle. Un réalisme qui aura probablement dérangé. Il faut se souvenir que l'image de la figuration aura été entachée par des admirateurs encombrants dont elle se serait bien passée. Pour son malheur, à la fin des années 30, Mussolini, Hitler, Staline partageaient le même engouement pour la figuration. Et même si elle était d'une autre nature, l'amalgame, la confusion, la suspicion la poursuivra longtemps comme une malédiction, et encore aujourd'hui. Son image est perçue comme le prolongement... je suis en retard là apparemment. Voilà. Voilà donc un tableau qui est la chute du panier de légumes. C'était peut-être inutile que je vous le dise. Voilà, là il s'agit d'un nu, qui n'a pas de titre d'ailleurs. Son image est donc perçue comme le prolongement d'un passé que le progrès combat. Quelques arguments simplistes comme ceux-là ont contribué à la disqualifier. Mais la figuration de Renner n'est pas de cette nature. Chez lui, elle inquiète. Et cette inquiétude provient précisément du calme excessif qui règne et qui est censé nous rassurer. On pressent confusément à l'heure une ruse, une anomalie, trop vraisemblable pour être vrai, une inquiétante précision, notera Gladys Fabre à son sujet. L'intelligence réaliste est dans l'autosubversion. Son goût naturel pour l'exactitude, la précision, la discrétion, l'impartialité, l'économie, la retenue, le silence, la patience, l'immobile, en font un descendant direct de Ingres. Le devoir antique en moins. Il est d'extraction classique. Et il lui dédiera d'ailleurs un tableau manifeste, le musée imaginaire, que voilà, peint entre 1975 et 1976 et met en scène son Panthéon, comme l'apothéose d'Homère de Ingres, dans lequel figurent bien sûr Ingres, Chardin, David, Montégnat, Delatour, Philippe de Champaigne, Corot, Rembrandt, Paolo Uccello et même Mondrian, signalant par la présence de ces derniers que le classicisme ne se réduit pas à la seule figuration, ce qui relativise les vieilles querelles simplistes, abstraction, figuration. Et alors, voilà. Bon, je suis le 11e occupant de ce fauteuil. Je suis né en 1945 et mort en 2045 également. Voilà. Donc, belle carrière, 100 ans. Bon, en attendant, nous revoilà de retour en 2024. Alors, c'est la partie que je redoute un peu le plus. Après avoir parlé des autres, il va falloir que je vous parle de moi, conjugué au présent, et surtout à la première personne du singulier. Alors, c'est une personne que je fréquente beaucoup, mais que je connais mal. On est, paraît-il, aussi différent de soi-même que des autres. Je vais donc devoir ruser et vous proposer de conclure
ce petit voyage par un petit détour par mon atelier. Voilà, cet endroit était au XIXe siècle une filature de lin. Puis, au tout début du XXe siècle, une usine de jouets célèbre. Ce lieu est imposant. Passer d'un effectif de 300 ouvriers à 1 peut produire un sentiment de solitude quand même. Hein. D'ailleurs, pas désagréable. J'ai tout de même fini par l'occuper entièrement, bien aidé, je dois vous dire, par un fils sculpteur du genre un peu débordant, mais très affectueux. Je ne sais pas s'il est là, peut-être, bien, je ne vois pas dans le noir. On peut très bien faire avec beaucoup moins de place, hein, quand même. Paul Klee débarrassait sa table de cuisine pour se mettre au travail. Bon, j'ai une activité très encombrante et envahissante. Cela tient à la méthode pas toujours rationnelle qui consiste à fabriquer préalablement tous les objets que je peins. Je procède de cette manière depuis tout le temps. Je suppose que là aussi qu'on peut faire aussi simple, on peut faire aussi bien et beaucoup plus simplement. Tout ça peut apparaître un peu démesuré, mais je n'ai pas trouvé d'autre chemin pour parvenir à ce que j'ambitionne de faire. Il faut parfois déployer des moyens très conséquents pour obtenir des effets apparemment très simples. Peindre de manière réaliste des objets fictifs est une méthode peu courante, mais qui se pratiquait quand même parfois par d'anciens peintres. C'est une sorte de réalisme artificiel. Le Gréco façonnait des petites figurines en cire qui lui servaient de modèle pour peindre ses tableaux. Peut-être peut-on trouver là une réponse possible à ces distorsions étranges de ces figures peintes. Poussin, on le sait davantage, fabriquait des maquettes de paysages qu'il éclairait à la bougie avant de les peindre. Il avait un matériel très encombrant qu'il arrivait difficilement à sortir, donc il faisait finir le paysage dans son atelier. Géricault faisait réaliser par le charpentier survivant du naufrage de la Méduse la maquette de son radeau, avant de le peindre, bien entendu. David dessinait et faisait exécuter un mobilier d'inspiration vaguement grec pour figurer au tableau. Dans le Brutus du Louvre, vous les verrez, ces meubles. Claude Monet composait un jardin à peindre, un pré-tableau en quelque sorte. Meissonnier déversait des tombereaux de farine pour figurer la neige. Aujourd'hui, Thomas Deman confectionne des décors réalistes en carton qu'il photographie, plus vrais que vrais, authentiquement factices. De tout temps, la manipulation du réel a passionné les peintres figuratifs. Beaucoup de peintres se sont employés à pervertir le motif, et c'est parfois dans le minuscule écart qui sépare le réel du fictif, le vrai du faux, que le mystère s'immisce, et le mystère est l'ingrédient indispensable pour attiser notre curiosité. Les mensonges les plus crédibles sont ceux qui contiennent une grande part de vérité. Revenons à l'atelier. Cet atelier... Attendez, on va trop vite là du coup. Revenons à l'atelier. Cet atelier est encombré d'objets. Vous en avez vu défiler devant vos yeux tout à l'heure. Est encombré d'objets, d'appareils, d'ustensiles, d'engins, de bidules, de bibelots, de machins qui ont tous le but commun de figurer au tableau. Ils ont aussi autre chose en commun. Je les ai tous fabriqués. Voilà. Donc, tout ce travail, évidemment, débouche sur de la peinture. Là, vous avez un tableau qui est un tableau relativement grand, qui fait 3 mètres sur 4, et qui représente l'objet précédent,
c'est-à-dire celui-là, et qui est mis en scène dans une espèce de crash test. Alors le crash test, c'est l'épreuve à laquelle sont soumis les prototypes avant leur commercialisation. Et là, ce tableau représente une reconstitution. Là, alors ici c'est un tableau un peu particulier. J'ai d'ailleurs hésité à vous le mettre, parce que en fait c'est un seul tableau qui est vu sous deux angles différents. Et ce tableau s'appelle « 3/4 face ». Alors, je vais peut-être un peu vous surprendre là, mais souvent, dans un musée, on découvre les tableaux au mur par le biais. On n'arrive pas directement face au tableau. Donc, on progresse et au fur et à mesure de notre progression, on arrive en face du tableau. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, on aborde par le travers. Et avant de le voir en face, avant qu'il ne se présente en face, j'ai souvent remarqué que cet angle biais profitait parfois mieux au tableau. Les tableaux étaient souvent mieux de biais que de face. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens partagent son point de vue. Je ne serais pas étonné d'être tout seul à penser ça. Un point de vue que, oui, vous n'êtes pas obligé de partager cet avis. Donc, j'ai entrepris de réaliser un tableau qui n'avait pas de face, ou qui n'avait pas de biais non plus, du reste. Et donc, c'est un tableau dont on ne sait pas très bien où se placer. D'ailleurs, il n'y a pas de place idéale, il y en a plein. Et c'est son problème, ce tableau, et c'est le problème que je voulais pointer. Donc, c'est le même tableau vu sous deux angles différents. J'ajoute à ça une autre raison qui a fait que je me suis intéressé à ces tableaux tordus, c'est que très fréquemment, les peintres, lorsqu'ils accrochent leurs tableaux dans une exposition collective, parfois les tableaux se mettent à vriller. Ça arrive assez fréquemment quand les châssis ne sont pas d'assez bonne tenue, quand la toile est trop tendue. Donc ça arrive. C'est une vraie catastrophe en général. On a honte de montrer ça. Donc quelquefois, assez souvent, en ce qui me concerne, j'éprouve pas mal d'intérêt à ces petits accidents. Il m'arrive très fréquemment de les exploiter et d'en faire des sujets pour les tableaux précédents. Je suis peut-être pas très clair. Si ? Vous ne me le diriez pas, de toute façon. Alors, voilà un autre tableau. Alors ça s'appelle le cinéma. C'est un tableau assez grand aussi qui fait 3 mètres de haut sur 4 mètres de large. Alors, ça, c'est aussi un accident qui m'a amené à réaliser ce tableau. Un matin, un rayon de soleil a traversé l'atelier et est venu se déposer sur un tableau. Et pour moi, ça a été une vraie révélation parce que ça réorganisait complètement le tableau. J'ai donc reconstitué ce petit phénomène et j'ai fabriqué une espèce de petit appareil, un petit projecteur avec un petit moteur électrique et qui projette des espèces d'auréoles qui sont en mouvement et que j'ai mis en scène. Donc la mise en scène de cette petite auréole, il y a tout autour un décor peint qui est une scène que je suis figuré, j'appelle le cinéma, mais sincèrement, je n'ai pas beaucoup vu de cinéma comme ça. Hein. Donc il y a une espèce de chaos, de désordre qui est lié à je ne sais pas quoi, mais ça c'est votre travail, c'est à vous d'inventer la suite. Hein. Donc voilà. Un autre tableau, je ne sais pas où j'en suis là, de côté horaire. Ça va ? Il me reste quoi, 10 minutes ? Bon. Donc ça c'est un studio d'enregistrement. Bon, tout est en place, c'est un grand tableau ça aussi, d'ailleurs il n'y a que des grands tableaux là. Ça fait 3 mètres sur 3 celui-là. Tout est en place, hein, on voit la chaise, se font face, les lumières sont prêtes, alors il y a des vraies lumières et des fausses lumières. La photographie évidemment ne restitue pas ça très très bien. Donc le débat, les débatteurs ne sont pas encore arrivés, mais donc c'est la scène qui précède l'instant où les débatteurs vont arriver. Voilà, alors ici, je veux vous montrer une chose un peu particulière que j'appelle le portrait officiel d'inconnu. Voilà, je précise inconnu. Et qui fait suite finalement à ce portrait
dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le portrait d'Ingres, le portrait de Napoléon de d'Ingres. Mais il y a un tableau célèbre qui est connu de tous, qui est le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, qui est à Versailles, et qui est un sommet de luxe et de maniérisme, bien qu'il soit extrêmement bien peint. Je me suis donc emparé de ces conventions de luxe, et pour les mettre au service de sujets qui n'ont aucune espèce de vocation à être anoblis. Bon, ça c'est un goût personnel pour le paradoxe. Alors ce sont d'assez grands tableaux, je ne sais pas si on le voit très bien, c'est un tableau suspendu en réalité. Hein. Et donc le retour, derrière il y a le tableau qui rebique comme ça, et l'arrière est doré à la feuille, et qui forme comme une espèce d'encadrement doré qui me semblait bien convenir à ce sujet. En voilà une autre version, avec son mobilier d'apparat à côté, qui est tout en aluminium, authentiquement factice. En voilà un autre. Tout ça, c'est des tableaux relativement... Non, ce pas des très grands tableaux, c'est des tableaux qui font 2 mètres, ça, à peu près. Voilà la suite. Alors, ce tableau s'appelle, ça va peut-être un peu vous surprendre, s'appelle Le Clou. Alors, le clou, enfin, c'est la partie du tableau la plus centrale, celle qui est éclairée. C'est la zone la plus nue, la mieux éclairée. Il y a juste une petite chose presque imperceptible, il y a un petit clou dessus. Et ce petit clou laisse imaginer qu'il avait dû supporter un tableau qui a disparu, malgré la vigilance extrême du gardien, qui est pourtant très attentif. Et dans ce tableau, il y a des vrais tableaux. Le petit tableau, un petit peu au centre à droite, c'est un vrai tableau, enfin un vrai faux tableau, bien entendu, parce qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et donc c'est un tableau également assez grand qui fait facilement 3 mètres sur 3 mètres 10 ou 3 mètres 20. Je suis peut-être un petit peu long sur moi, peut-être, non ? Bon, alors ça s'appelle Les Chaises. C'est un tableau qui mesure de 2,50 m ou 2,80 m, je ne sais plus très bien, copieusement encadré. Alors, il donne l'impression d'être tordu, comme ça. Eh bien, il est réellement tordu. Hein. Donc, rien, tout est absolument de travers. Et donc, ça représente des chaises classiques, les chaises gros filex, les chaises monoblocs, que l'on voit partout, qui sont des chaises qui sont presque des symboles de la mondialisation. Tout le monde, en Chine, au Mexique, partout, tout le monde s'assoit sur ces chaises-là maintenant, et qui sont d'ailleurs plutôt assez belles, non, je ne devrais pas utiliser ce mot-là, mais qui sont des beaux documents à peindre. Elles prennent la lumière extrêmement bien. Donc ce sont des chaises, et là j'ai voulu parler de l'absence. Bon, l'absence, voilà. Alors, voilà. Alors ça c'est une petite chose qui m'a un petit peu amusé. Ça s'appelle morceau choisi. Alors, vous savez, parfois les visiteurs, vous l'avez peut-être fait, moi je l'ai fait, viennent chez vous avec les meilleurs sentiments du monde, mettent leurs mains comme ça, vous voyez, comme les cinéastes, là, et puis vous disent « Oh, Philippe, oh, ce morceau-là, il est formidable. » Alors, bon, quand c'est des amis, je le prends bien. Même quand ce n'est pas des amis, je les prends bien quand même, parce que je suis poli, mais c'est comme quand vous parlez avec insistance de l'encadrement du tableau et quand vous faites silence sur le tableau lui-même. Donc j'ai donc décidé de m'occuper de ça. Donc j'ai fait un encadrement beaucoup plus petit, et surtout que l'on peut déplacer comme on veut. Il y a des contrepoids, vous le placez où vous voulez, vous le mettez où vous voulez, et vous composez votre tableau à votre convenance. Voilà. Je vous ai fait à droite, là, il y a
3 tableaux possibles, mais il y en a des quantités. Il y a même des monochromes, si vous avez envie. Donc, voilà. Voilà, alors ça, on va terminer là-dessus, parce que ça, c'est un panthéon que j'ai réalisé il y a quelques années, qui est un ensemble d'une vingtaine de bustes colossaux, qui sont en bronze, en marbre, en terre cuite, émaillés, représentant les peintres pour qui je me sens un peu redevable. J'ai regardé de très près, et très souvent, on peut dire d'avoir pillé, je serais incapable de voler quoi que ce soit à Rembrandt, bien entendu, mais c'est pas que j'en sois pas capable, c'est pas que j'en ai pas envie, mais je ne saurais pas le faire, tout simplement. Donc c'est une manière pour moi de rembourser la dette que j'ai envers eux. Voilà, ils sont installés dans une espèce de crypte très obscure, comme ça. Et ce sera tout pour moi. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions à notre cher Philippe, dont je remarque au passage, Philippe, qu'entre ton prédécesseur et toi, il y a eu 15 ans. Il y a eu 15 ans. Alors, 15 ans sans... Voilà, c'était une période quand même... nous allons plus vite maintenant, heureusement. À peine. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être as-tu une réponse? Ça a eu je sais pas, un oubli? Non, il y a eu des élections, mais qui n'ont pas abouti. Voilà, c'est ça. Il faut quand même rassurer nos amis, oui. Étant donné qu'on n'est pas tous forcément sur les mêmes fauteuils. Oui. Il n'y avait pas 15 années de poussière lorsque tu es venu prendre le siège. Oui. Tu vois, ce qui était quand même bien. Peut-être que ce n'est pas si facile que ça non plus d'être élu. Oui. Hein, mais ça arrive aussi. En attendant de voir arriver une question, moi je voudrais t'en poser une. Quand on voit tout ça, oui. ce parcours, et alors ton œuvre... Moi, je suis un grand fan, donc, et puis avec cette dimension de sourire qui est tellement importante. Mais ce qui est très frappant, c'est quand on voit les peintres qui arrivent, 1910, 20, 30, 40, 50, et on se dit que pendant ce temps-là, tout ce qui s'est passé, on se dit, mais attends, au même moment, il y avait Miro, il y avait Kandinsky, il y avait des univers, et autrement dit... Est-ce que je me trompe en disant que l'Académie aujourd'hui est beaucoup plus diversifiée dans l'ensemble des esthétiques à l'intérieur des sections qu'elle ne l'était dans les siècles passés? Je serais tenté de dire oui, mais en même temps, bon, il faut prendre du recul pour savoir si on est vraiment aussi différents que ça les uns des autres. Il me semble que oui. Pour ne parler que de la section peinture, on représente chacun des univers extrêmement différents. Bon, ça ne nous empêche pas de nous entendre très bien, d'ailleurs. On est peut-être mieux, d'ailleurs, parce que finalement, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, finalement, c'est pas ce qui nous ressemble, c'est ce qui nous rapproche, finalement, c'est nos différences, finalement. C'est ce qui nous sert les uns les autres. Donc, ce serait assez terrible d'avoir des membres de la section peinture ou d'une autre section, d'ailleurs, qui pensent tous la même chose des choses. Donc il y a une diversité qui d'ailleurs, pour nous, qui est beaucoup plus intéressante. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près correctement à ta question. Je ne réponds pas aux questions quand on fait ça. Ça, je ne réponds pas à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'académiciens dans les bustes représentés dans cette crypte? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, excuse-moi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens membres de l'Académie des Beaux-Arts dans les artistes représentés dans cette crypte? D'anciens... bon, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien... Il y a un écho ici qui n'est pas très agréable. Combien d'académiciens dans les bustes? Tu parles des bustes? Oui. Est-ce que... Alors, non. Si. Il y en a un, et c'est pas n'importe qui, c'est Ingres. Voilà.
Il y a Ingres et puis c'est tout. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Ni dans les autres ni dans les en sculpture non plus, je ne crois pas, parce que j'ai représenté quelques sculpteurs, je ne crois pas qu'ils figuraient. Il y a Rodin, il y a... je ne crois pas, non. Il y a que Ingres. Mais je m'excuse. C'est la question. Donc j'ai fait ça, j'étais avant d'être élu. Pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Les noms, qui sont les noms dans le Panthéon? Ah, il y a des noms. Ah ben oui, il y a des noms, bien sûr qu'il y a des noms. Alors je ne suis pas tout à fait sûr de me rappeler de tout. Il faudrait que je les regarde en même temps que vous, peut-être. Ben, je les ai là. Ben, il y a Rembrandt, là, qui est tout de suite à gauche, là, avec son petit air de cocker, sympathique. Après lui, il y a Velasquez. Après, il y a Paolo Uccello. Il y a Rubens derrière. Et après, il y a Marcel Duchamp. Il y a Marcel Duchamp. Alors après, je ne vois plus. Il y a peut-être Chardin. Alors juste en face, il y a Delacroix. Et puis il y a Ingres en deuxième. Il y a Ingres qui apparaît en deuxième position à droite. Écoutez, il y a Holbein, il y a Claude Monet également. Voilà, enfin, il y en a 20. Je crois qu'au moment de la photographie, ils n'étaient pas tous complets. Ils ont été complétés entre-temps. Hein. Ils sont visibles d'ailleurs dans une fondation. Si vous passez du côté de Rouen, il y a une fondation qui s'appelle la fondation Matmut, qui est un espèce de château dans lequel il y a des expositions parfois très intéressantes. Et donc cet ensemble est installé de manière définitive dans la crypte. Donc vous pouvez les voir quand vous voulez. L'entrée est gratuite en plus. Merci.